Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Armada. Je suis très heureux de vous retrouver justement dans le journal de 13h Le Bonheur. Si je vous dis une journaliste, une écrivaine, elle a partagé l'antenne avec Thierry Ardisson, Laurent Ruquier, elle a toujours eu de l'audace par ses questions avec ses invités, mais toujours avec humour. Est-ce un signe? Mon invité, Florence Belkacem. Bonjour Florence Belkacem, merci d'avoir accepté mon invitation. Quel bonheur. Eh ben oui, bonheur partagé. Comment allez-vous? Je suis dans une forme exquise en vous voyant C'est vrai ici, mais oui. Oh, mais ça me fait plaisir Florence. Hein, Oui. et puis là, on revient de Cône. Ah oui, Voilà, on va faire un petit... à Cône-sur-Loire. À Cône-sur-Loire, on va faire une petite dédicace à Marguerite. Marguerite Michel, la présidente de ce salon. Et puis à tous les bénévoles aussi. À tous ces bénévoles, il faut penser à ça parce que c'est un salon. Ouais, c'est comme un festival, il y a plein de bénévoles et on les oublie. Et moi, je ne veux pas les oublier parce que sinon, on ne serait point là. Vous êtes née à Paris, Florence, d'une mère lorraine, pudique et réservée, d'un père kabyle, résilient, beaucoup de gaieté. Il ne montrait pas ce qu'il avait subi. Est-ce que c'est bien vrai? Ce qu'il avait subi, vous voulez parler de son enfance, Oui. Puisqu'il est né en Kabylie, donc en Grande Kabylie, et que quand il naît, sa jeune maman, qui s'appelait Tassadit et qui n'avait que 21 ans, va mourir dans les heures qui vont suivre sa naissance et papa ne le saura pas. Il découvrira cette information le jour de ses obsèques, des obsèques de son père, quand à un moment il dit de mes 3 filles, c'est Florence qui ressemble le plus à maman. Je me souviens quand elle me portait sur ses épaules au pied de la montagne du Jura, elle m'emmenait dans les figuiers, les oliviers, les grenadiers. Elle avait des yeux verts, des cheveux blonds vénitiens, et tout à coup il y avait un cousin qui était là que papa connaissait pas très bien. On était très peu nombreux. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Et papa lui dit, je parle de ma maman. Et le cousin lui dit, mais ta maman? Mais tu ne sais pas? Il a dit, qu'est-ce que je ne sais pas? C'était ma maman, celle qui me portait sur ses épaules. Elle était forte, elle était grande et tout. Et il lui a répondu, je vois que tu ne sais pas. Ta maman est morte quand elle t'a donné la vie, enfin quelques heures après. Et ton papa n'a jamais osé te le dire. Et mon père s'est effondré en larmes. C'était tellement douloureux. Et je comprends pourquoi toute sa vie, il a un peu cherché sa mère. En fait, il appelait maman. Maman s'appelait Jeanne. Et dès qu'elle disparaissait de son champ de vision, c'était « Elle est où, maman? Elle est où, maman ?» Ouais, ça devait être quand même très dur. C'est pour ça qu'il en parlait très très peu, en fait. Très peu, oui. Et surtout, pourquoi mon grand-père a caché ce secret pendant plus de 60 ans. C'est incroyable. Alors, il paraît qu'on parle de la pudeur kabyle, que les Kabyles se livrent peu. Et puis, je pense aussi que papa voulait pas renvoyer, enfin, il voulait pas faire de son fils le coupable de la mort de sa femme, de sa jeune femme. Puis c'est peut-être aussi une autre génération. On en parle beaucoup plus facilement maintenant qu'avant, qu'on cachait les secrets de famille. Je crois qu'il y a encore beaucoup de secrets de famille aujourd'hui oui. encore. Hein. Si on les dévoilait tous, je ne sais pas si les gens seraient heureux. Et je pense que quand grand-père a retrouvé papa à l'âge de 17 ans, et puisqu'il avait, à partir de 7 ans, cette femme qu'il avait élevée, qui était sa tante, elle meurt. Et puis de Paris, mon grand-père, qui évidemment avait quitté son bébé, parce que je pense que s'il était resté en Kabylie, dans le village, il aurait été remarié. Donc il a fait partie de ces jeunes Kabyles, à 26 ans, à venir à Paris. Donc je pense qu'il avait fait un passage aussi, il était allé à l'école chez les Pères Blancs, chez les prêtres catholiques. On en parlera justement tout à l'heure. Il devait parler français. Et papa, donc de 7 ans à 16 ans, va rester chez les Pères Blancs, chez les prêtres, et on a qu'une seule photo de papa où il a un béret sur la tête, il est en culotte courte, il a une petite chemisette, il a un débardeur en laine, et il a les mains comme ça collées sur les coutures du pantalon, et dans son regard, dans ses yeux noirs, une tristesse, une douleur. Mais ensuite papa est devenu très résilient, très souriant. Puis il faut savoir qu'à l'époque les tenues étaient exigées et importantes dans toutes les écoles. Et alors
Quel souvenir avez-vous de cette enfance, en fait, hein, avec vos parents? Une enfance très joyeuse, une enfance choyée, une enfance. Moi, j'adorais les animaux. On avait un chat, un gros chat noir qui s'appelait Pitouf. C'était oui, un vrai félin, quoi. On avait papa, on recueillait des oiseaux, des moineaux qui tombaient du nid, parce qu'on était dans une maison. On a eu des perruches, on a eu des petits canaris. On a même eu un canard, un canard dans notre cour. Donc j'étais très proche de la nature. Papa aussi, il a toujours été toute sa vie. C'était de la bienveillance. De la bienveillance, de l'amour, de l'attention en fait qu'on pouvait porter aux animaux et aux arbres, aux fleurs, aux moindres insectes. Les vraies valeurs. Alors, votre maman originaire de Saint-Jean de Courtezorode. Oui, Saint-Jean de Courtezorode. Voilà, en Moselle, région Voilà. de Lorraine, où se situe justement, ce qui est extraordinaire, nous avons un point commun ensemble, où se situe une base aérienne Oui. qui était une base allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale, américaine, et redevenue française en 67. Oui, américaine, hein, base américaine. Enfin, allemande, américaine. Américaine, Ensuite, et qui est revenue en France, oui. française. Oui. C'est un petit peu comme la BA 105 d'Évreux, exactement, parce que mes grands-parents étaient pas loin, et en fait, on a un point commun là-dessus, cette base, qui était importante dans certaines villes. Quel souvenir justement avez-vous avec vos origines, avec votre maman? Avec maman? Parce que la Lorraine, c'est quand même quelque chose. La Lorraine. Je me souviens que ma grand-mère, Oma, alors là j'étais toute petite, et pour mes 4 ans ou 5 ans, elle me faisait un gâteau américain. Et alors ma grand-mère parlait le patois, hein, donc parlait pas français, hein, donc elle écrivait l'allemand, elle parlait le patois, donc j'avais pas beaucoup de communication avec elle, mais je me souviens que le patois lorrain. Oui, le gâteau lorrain, le gâteau américain, ça venait probablement d'une recette d'un militaire, j'en sais rien, américain. Ils nous ont ramené le Hollywood. Hein. Oui, peut-être. Et j'ai toujours aimé ce gâteau merveilleux avec 2 génoises au chocolat et il y avait une sorte de sucre glace. C'était délicieux et il faut absolument que j'apprenne à le faire. Et je vais en faire parce que c'est vraiment très bon. Et donc avec maman, c'était la tendresse, c'était une maman, une vraie maman. Une vraie. Comme parfois, peut-être on n'en fait plus des mamans comme ça. Enfin, si, il y en a encore beaucoup des vraies mamans. Mais on a aussi, moi, j'ai surtout grandi, les vacances, on les passait dans les Vosges. C'est ce que j'allais dire, parce que justement, votre père, on parlait justement de votre père qui était arrivé en France à l'âge de 12 ans. Chez 16 les frères, ans, 16 ans. De 16 ans, éduqué par les pères blancs. Les prêtres catholiques en Grande Kabylie. En Grande Kabylie. Donc il arrive à 17 ans à Paris. Tout à fait. Et alors après, votre grand-père était commerçant à Paris dans le 3e et vos parents se sont rencontrés dans une brasserie alsacienne du 3e arrondissement. Exactement. Le prêtre a demandé à la preuve de votre père, qui était catholique, pour célébrer la messe. Oui, absolument. Bah oui. Alors ça, c'est quoi comment ça s'est passé? C'est une belle histoire. Alors moi, vous savez, c'était tabou. Hein. Moi, je l'ai su vraiment après la mort un peu de maman, où j'ai entendu tout à coup, c'était au moment de Noël, la période de Noël, pas très longtemps après la mort de maman, peut-être 1 an, qu'elle n'avait pas eu droit à un vrai mariage sous prétexte qu'elle épousait un Algérien. Ouais. Oui, vous savez, dans un petit village lorrain, épouser un Algérien, un Kabyle. Ouf, ils n'avaient presque pas entendu jamais parler de la Kabylie. Maman, alors papa, il s'était fait passer aussi pour un Italien. Hein, attention. Hein. Ah oui. Au départ, quand ils tombent amoureux, ils se sont rencontrés dans une brasserie alsacienne. Ils mangeaient de la choucroute et papa, il s'est fait passer pour un Italien. Hein. C'est après qu'il a dévoilé. Dû dire oui, bien sûr, au moment du mariage, de l'épouser. Oui, ils ont eu une cérémonie, mais dans la maison de mes grands-parents. Pas à l'église. Pas à l'église. Le curé du village n'a pas voulu marier maman à un Algérien, un Arabe. Ouais. C'est un petit peu violent quand même. Et ensuite, il y a eu une cérémonie quand même à l'église après, peut-être 5 ans, 6 ans après. Je crois que le curé était parti. Enfin, il y a eu une cérémonie. Oui, mais jamais j'en ai entendu parler du tout. Maman ne me l'avait jamais dit, papa non plus. Peut-être ma grande sœur aînée, était-elle au courant? Pas sûre.
Maintenant, ça se fait, c'est plus facile, on va dire. Oui, c'est plus facile, mais vous vous rendez compte, dans les années 50, c'était autre chose. Suzanne Lorraine qui épouse un Algérien. Mais alors, papa, alors attention, j'avais un grand-père, Opa, qui était, enfin, ma maman, on disait qu'il était très tolérant, très ouvert, et ils ont beaucoup aimé papa, parce qu'il était très beau, il était souriant, il était chouette, mon père. Donc, alors même si mon père ne pouvait pas correspondre parler avec eux, parce que mes grands-parents parlaient soit l'allemand, soit le patois. Oui. Et ben, je sais pas, il y avait quelques mots français, mais ils se comprenaient. Le dialogue était quand même. Il était restreint, il je était pense. restreint, c'est ça. Mais papa il devait se faire bien comprendre, je crois. Alors, vous avez grandi au sein donc d'une famille catholique. Vous avez même été baptisé. Vous avez fait votre première communion. Pour vous, ce sont toujours des vraies valeurs. Elles restent des bases importantes de nos jours. Les valeurs du catholicisme. Oui. Tu ne mentiras pas, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Oui, oui, bien sûr, évidemment. C'est ce que vous transmettez aussi à votre fille. Ah bah oui. Et puis ma fille, elle était, elle était elle a fait les camps catho, donc elle était au collège Henri IV, donc elle avait, elle a fait les camps catho, etc. Bon, ensuite elle a un peu évolué. Ensuite, au moment de ses 16 ans, 17 ans, enfin elle a 21 ans aujourd'hui. Bon, mais à un moment, elle était à fond. À fond. Oui, elle nous reprochait même, elle nous demandait même à un moment de réciter le Notre Père. Enfin, une fois, elle rentrait d'un camp, mais récitez-nous le Notre Père avant de dîner et tout. C'était... Et donc, en fait, justement, les traditions familiales, jusqu'à 18 ans, vous alliez même régulièrement à la messe. Alors que ma grand-mère de Lorraine venait... Oh là là, elle venait chez nous en région parisienne. Ah oui, il fallait absolument pas... Je l'accompagnais à la messe. Bon, je n'allais pas tous les dimanches, mais elle exigeait ça. Alors justement, vous aimiez aussi les traditions, on en parlait, la gastronomie, la quiche, le kouglof, les bretzels, tout ça vous parle, c'est toute votre enfance en fait. Oui, les quiches lorraines, alors surtout, les tartes aux mirabelles, les tartes aux myrtilles, alors oui, ça me parle beaucoup. Oui. Je sais que vous êtes une gourmande, Florence. Alors, enfant, il paraît que vous faisiez le clown. Oui, et vous faisiez des accents, vous imitiez les accents. Est-ce que c'est... Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'était quoi l'accent? Non, mais j'imitais les Lorrains, j'étais très comédienne, mais je le suis toujours, je le suis restée en fait. Je crois que j'essaie le naturel, il revient au galop. Non, mais on me dit toujours que je suis un clown, que mon mari dit toujours je le fais rire, il a dit à ma fille, ta maman me fait toujours rire, toujours autant rire. Je faisais rire papa, je les faisais rire. J'ai toujours été le clown de la famille. Et vous faisiez aussi le clown puisque vous partiez en vacances, en fait, les Vosges, le Jura. Vous êtes nostalgique de cette période? L'enfance dans les Vosges, oui, enfin, nostalgique. Je sais pas, j'ai des bons souvenirs, j'ai des souvenirs heureux, de cascades, d'aller cueillir des mirabelles. Il y avait la chienne du voisin, Monsieur Kubler, qui était le vrai Vosgien, avec sa chemise à carreaux, ses grandes bretelles larges. Il avait des poules, il avait des framboisiers, des groseilliers. Il avait une chienne qui s'appelait Judith. J'allais dès que j'arrivais, parce que nous, notre maison, elle était en haut d'une petite colline, et il y avait la maison des Kubler en bas. Et Monsieur Kubler me disait, tu sais, Judith, t'as attendu. Elle savait, elle sentait quelques semaines avant que j'allais arriver, et dès que j'arrivais, on arrivait du train, tout ça, et je l'appelais du haut de la colline, et la lâchait, elle venait. C'était l'Arche de Noé, en fait. Non, c'était chouette, oui. Je me baignais avec une bouée rouge, dans les rivières, avec une copine qui s'appelait Sonia. On pêchait avec papa. Oui, non, c'était joyeux. Il y avait toute la famille de Lorraine qui venait. Donc pendant tout le mois, on avait pendant 3 jours tel oncle, tante, les cousins. Alors c'était des grandes tablées. Ils s'engueulaient aussi, politiquement. Ah oui, souvent les. Ah oui, oh là là. Mais n'importe où en France, dès qu'il y avait des tablées de famille, je me souviens ça c'était quelque chose. On se disputait avec l'une de ses sœurs et tout. Elles n'étaient pas d'accord politiquement. Ah ouais, c'était chaud. Très joyeux. Mais c'était toujours avec bonne humeur. De la bière, du schnapps. C'était les vraies fêtes, les fêtes.
Bah oui. Des fêtes familiales. Alors, Florence, vous avez suivi des études d'histoire, Oui. si je ne m'abuse. Votre rêve, c'était d'être journaliste. Au fond de vous, ce métier, en fait, ça vous tient à cœur, en fait. Parce qu'à la base, vous faites des histoires, mais en fait des études d'histoire, mais surtout, vous vouliez être reporter d'animaux, pour les animaux. Ouais. Ouais, je voulais être grand reporter sur les animaux. Je voulais pas aller faire des safaris, aller filmer les lions, les lionnes, enfin bon, les serpents. Ah oui, c'était Christian Zuber, mon héros là à l'époque. Bon, ensuite je suis passée à d'autres fauves, les fauves politiques. Hein. Oui, c'est un autre fauve. C'était aussi une jungle. Hein. C'est une jungle. C'est une jungle d'ailleurs. C'était pas facile. Oui, parce que je trouvais ces hommes politiques là que moi j'ai connus, ils étaient quand même très durs, très féroces. Ils se permettaient. C'était plus des hommes politiques que maintenant. Bah, oui, ils étaient capables de mettre la main sur le micro, de dire stop, vous me posez pas cette question. Il y en avait qui étaient quand même assez nerveux. Ouais. Et puis comme moi j'ai quand même démarré très jeune, donc ils se disaient la petite jeune, elle va pas m'embêter avec ses questions à la noix. Oui, c'était. Ah mais j'ai souvent, hein, je me souviens. Comment ça s'est fait en fait de changer d'orientation en fait, de pas prendre justement les animaux ou être dans l'histoire? Quand j'ai cherché un stage, j'ai atterri à Radio France Outre-mer. Oui, non, les animaux c'était pas possible. Il fallait que j'aille. Non, je pouvais pas. C'était. Mais il faut que. Ouais, mais en revanche, je me dis qu'il faut que j'aille faire un safari quand même. Il faut que je. Safari, ça peut être sympa. Ouais. Oui, j'étais à RFO. Je me souviens, on était 3 stagiaires. Il y en avait 2 qui sortaient de Sciences Po, moi qui sortais d'histoire. Et en fait, on nous faisait faire les dépêches à FP, oui. à destination de la Terre Adélie, c'était un truc de fou là. Puis après la Guadeloupe, les îles, Martinique et tout. Et puis Détroit, c'est moi qui suis restée parce que on trouvait que j'étais la plus à l'aise au micro et voilà. Et après, ça a été. On m'a envoyé au Sénat dès le départ. Et alors après, Florence, vous commencez à Europe 1 dans les années 80, puis vous rejoignez. Fin 80, voilà. Fin 90, hein, 90, parce que c'était 91, la guerre du Golfe. Hein. Parce qu'après, vous rejoignez RTL. Et, 93, 94. Et oui, justement, dans Jamais Toujours, puis Noir et Blanc de 93 à 96. Et en 97, retour sur Europe 1 pour une interview matinale. Et vous rejoignez Laurent Ruquier sur France Inter dans l'émission Rien à cirer 98-99. Ah oui, ça c'était avec Laurent, oui. Là j'étais chroniqueuse. Hein. C'était chroniqueuse ? Oui, là j'étais chroniqueuse. Ah bah oui, avec Laurent on ne peut être que chroniqueuse. Ah bon ? Bah oui, évidemment. Ouais. Mais c'est des bons souvenirs. Oui, c'était des très bons souvenirs. C'était pas toujours évident, hein. Mais j'ai fait aussi la dernière saison France 2 avec Laurent Ruquier en télévision. On a, je ne sais plus, à 19h, c'était en 2008, quelque chose comme ça, oui. Et c'était On n'a pas tout dit. Oui. On n'a pas tout dit. Et là, je me déguisais. Hein. J'interviewais Arditi, Pierre Arditi en infirmière. C'était au moment des lois sur l'immigration. Alors, je lui disais, vous toussez quand je vous parle de tel sujet. Enfin, et Laurent était, à chaque fois, essayait de me déstabiliser. C'était pas évident. Hein. C'était quand même en direct. J'avais pas de fiches, j'avais pas de notes. Il aimait provoquer ? Oui, beaucoup. Et aujourd'hui, il est toujours un provocateur ? Oui, évidemment. Il déstabilisait beaucoup. Mais oui. Mais quand vous êtes lancé dans des questions un peu sérieuses sur la politique et que vous avez quelqu'un qui est au plein milieu, qui vous casse, qui vous dit n'importe quoi, ouais. Qu'est-ce que vous gardez de cette période avec Laurent Ruquier, justement, avec ses quotidiennes ? Qu'est-ce que ça vous a apporté pour vous ? Un certain humour, une certaine touche d'humour, un peu la réactivité, être réactif, être capable de balancer une vanne au moment opportun. Mais bon, j'ai celui auprès duquel j'ai beaucoup appris, hein, c'est surtout Thierry Ardisson. Hein, après, vous avez eu Thierry Ardisson, mais là, en fait, il y a une chose que je voulais poser. Dans ces années, vous avez connu la liberté de parole. Oui. Est-ce que ce ressenti enfin de cette liberté de parole, on l'a pu aujourd'hui ? Non, je pense que moi j'étais jusqu'en 2018 sur Radio Classique. En 2015, je présentais Une certaine idée de la France et je trouvais que déjà la parole était un peu muselée. C'est-à-dire que comme les réseaux... C'est 800 entretiens.
C'est plus de 800 entretiens avec... VSD, ça c'était sur VSD, ouais. voilà. 3 ans j'ai fait. Et Radio Classique 2015 à 2018. Oui, c'est ça. Ouais, jusque l'été 2018. Mais en raison de la puissance maintenant des réseaux sociaux, les gens se musellent. Ils n'ont plus cette liberté de parole, puisqu'ils savent que tout à coup, ça peut tout à coup déclencher des fureurs sur les réseaux. Si la liberté de ton n'est plus là, la légèreté manque aussi. Les gens, les vraies personnalités, enfin, qui étaient capables de dire des choses à la fois drôles, politiquement incorrectes. Oui. On est dans le politiquement correct aujourd'hui. On peut plus déraper, enfin dire des choses sur un ton d'humour. Tous les gens sont au premier degré et tout à coup, bim, ça frappe très fort, terriblement. Même dans la rue. Même dans la rue. Dans la rue, oui, dans les rapports. Donc ça, je le regrette, je le déplore, hein, cette liberté de parole, cette légèreté qu'il y avait, cette dérision. Ce contact est humain, humain surtout. Pour revenir à VSD, réaliser 800 entretiens. Ouais. C'est une histoire vraiment particulière avec ça. Oui, VSD, c'était sans concession, chaque semaine une grande personnalité quand même. Quel entretien le plus marquant pour vous ? Oh, il y avait eu celui avec Nicolas Sarkozy, quand je l'ai interviewé, il m'avait fait quasiment un feu de cheminée, c'était déchaussé, c'était drôle. Il était maire de Neuilly à l'époque. Après, je l'ai retrouvé ministre de l'Intérieur. Bon, là, il avait un peu changé. Non, Sarkozy était très intéressant. Villepin, Dominique de Villepin, que j'ai interviewé au moins 2. J'avais fait un 4 pages quand il était candidat à la présidentielle. Je ne sais plus. Il m'avait reçu chez lui. Lui est complètement incroyable, une personnalité folle, Villepin. Il m'avait accueilli à 11h du matin. Alors, qu'est-ce que je vous sers ? Whisky, champagne, beaucoup très extravagants, etc. Et je pense que là, il va y aller là, à la prochaine présidentielle, en 2027. Hein. Oui. J'ai vu qu'il voulait faire un ticket avec Mélenchon. Tout à fait. Ça, c'est moins... Ça, après... Ça... On va rien dire, mais c'est bizarre quand même. Les extrêmes se rejoignent, je sais pas. Enfin, il se retrouve, mais pas dans le bon sens. Mélenchon, puisqu'on parle de Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, à VSD, ça s'est très mal passé dans une interview. Oui. Parce que monsieur, j'ai osé lui demander, il était candidat à la présidentielle, et j'ai osé lui demander s'il était franc-maçon. Et il a surgi, il s'est levé tel un diable de son siège, il s'est précipité sur moi, et il m'a dit, et vous, je vous demande si vous êtes homosexuel, si vous êtes arabe, si vous êtes juif, si vous êtes transsexuel. Je lui ai dit, comment ? Je lui ai dit, mais monsieur Mélenchon, attendez, je ne suis pas un personnage public, je suis là pour vous interviewer, vous êtes candidat à une présidentielle, donc les Français, vous leur devez un peu de vérité. Vous n'avez pas à me poser cette question-là, etc. Je lui ai dit, attendez, parce que je vous demande si vous êtes franc-maçon, vous vous mettez dans une colère pareille. Oui, d'ailleurs, je mets un terme immédiat à cette interview, et il fout le camp, il claque la porte de son bureau, il s'en va. Alors il était pressé, il allait à un autre rendez-vous. Je me retrouve dans son bureau, il n'y avait pas de secrétaire, personne. Et je retrouve monsieur le révolutionnaire, là, sur le trottoir, avec un mototaxi en train de mettre sa petite Charlotte pour pas défaire son brushing. Je me suis dit, le révolutionnaire, il est bien précieux quand même. Ouais. Alors moi, pire que ça, il a quand même écrit une lettre au directeur de... C'était Philippe Labie, qui était à l'époque patron de gala de Voici et de VSD, pour demander ma tête, sous prétexte que j'avais eu 5 minutes de retard et sous prétexte que je posais n'importe quoi comme question. Qu'est-ce que M. Mélenchon allait s'imaginer ? J'ai toujours la lettre, je l'ai gardée. Philippe Labie me l'a envoyée, il m'a dit en riant, enfin, incroyable. Il pensait qu'ils allaient céder, que Philippe Labie allait me virer parce que j'avais osé poser cette question. Eh ben non, monsieur Mélenchon, si vous m'écoutez, ben non, désolé. Mais on est en République française et on est dans un pays libre et démocratique. Et quand on est candidat à une présidentielle, je pense qu'on peut poser, surtout demander à quelqu'un s'il est franc-maçon ou pas. Enfin, levons le tabou. Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mitterrand était tabou. Mitterrand Est-ce que j'ai connu Mitterrand ? Mitterrand était franc-maçon aussi. Et bien d'autres ministres. Bien sûr. Bon, il n'y avait rien de... on n'était plus dans les années Mitterrand, mais voilà, Mélenchon, grand moment. Détestable. C'est quelqu'un qu'il vaut mieux éviter.
Non, je ne dis pas ça, puisqu'il a des électeurs. Oui. Donc, je respecte les électeurs Bien sûr, qui votent pour lui. tout à fait. On peut être tout à fait d'accord avec ses idées. Mais moi, en tant que journaliste, je n'avais pas accepté... surtout, c'est dégueulasse, quoi, d'aller demander ma tête ensuite. Enfin, C'est ça. vous imaginez Ouais. si ils avaient accepté en disant, bah écoute, on met fin à ta pige qui... Mais ça s'est parce que passé... C'était les avant-dernières présidentielles. Donc, franchement... Enfin, comment c'était 2012, voilà, 2012, voilà, il était candidat en 2012, d'accord, voilà, ok, 2012, après il a été encore candidat, après je ne l'ai plus interviewé de toute façon, mais 2012, donc comment on peut se comporter comme ça, mais bon. On connaît le personnage. Oui, on le connaît, mais encore une fois, on peut pas on peut pas faire limoger comme ça un journaliste. Enfin, quelles sont ses manières? En tout cas, c'était un très bon souvenir avec ce monsieur. Au niveau télévision, 87-88, je voudrais revenir, vous travaillez pour la 5 dans une émission Bain de minuit avec Thierry Ardisson. Début avec Ardisson. Et c'était vraiment... Et Thierry Ardisson, alors ça, c'est une... Vous avez préféré travailler avec Thierry Ardisson ou comment dire, avec justement Laurent Ruquier? Ça n'a rien à C'est voir. deux mondes différents. Moi, je commençais avec je commençais, hein, je démarrais, hein, j'étais vraiment très jeune. Oui, parce que c'est Patrice Duhamel qui vous a présenté. Ouais, j'étais toute jeune, c'était après RFO, j'avais 23 ans et demi, quelque chose comme ça. Et Ardisson m'a quand même beaucoup appris. D'abord, alors, c'est vrai, j'ai toujours eu, depuis que j'étais petite, de l'audace et un franc-parler. Mais à ses côtés, j'ai vraiment... je pense que j'ai appris à ciseler mes questions, vraiment. Il m'a donné aussi le sens de l'artistique, parce que je l'ai vu comme ça fabriquer un décor, un studio de télé, etc. Il a un goût inouï, Thierry Ardisson. Hein, oui, c'est quelqu'un, un bosseur incroyable. C'est impressionnant. Bon, alors le truc pas cool quand même, quand la première émission à Bain de minuit, franchement, j'avais préparé toute l'interview, je sais plus qui on recevait, et ils m'ont... J'en aurais pleuré, mon père et mes parents, mon père, il voyait ma détresse. Et ben, à l'antenne, je n'étais passée que peut-être 3 minutes sur 10 minutes d'interview politique. Ouais, ça n'avait pas été cool. Alors je sais pas, Catherine Barma était la productrice à ce moment-là, mais bon, après Catherine Barma, elle m'a fait retravailler, etc. Mais oh là là, il m'avait laissé poser juste deux questions, 2-3 questions, ils avaient tout coupé. Et pourtant, je posais des bonnes questions, mais... Mais Thierry Ardisson, enfin de toute façon, Laurent Ruquier et Thierry Ardisson, c'est deux écoles différentes, mais ça vous a apporté beaucoup dans votre carrière. Laurent, c'était en direct. Hein, c'était en direct. Voilà. Il n'y avait pas de filet, mais oui, Ardisson m'a beaucoup, bien sûr. Vous avez des souvenirs mémorables avec Simone Veil au bain-douche? Ah bah chez Ardisson. Chez Ardisson, ouais. Justement. Deuxième émission. Ça, c'était la deuxième émission. Simone Veil, une grande dame quand même. Mais vous l'avez pas très gênante. Avec moi? Elle a pas été cool. Les marches des bains. Ouais, elle n'a pas été, alors que moi c'était ma deuxième émission, qu'elle voyait bien que j'étais très jeune et pas très à l'aise non plus. Et alors je sais pas, la mise en scène, il faut dire que Ardisson était entouré de filles à moitié nues qui entouraient. On devait avec Simone Veil monter un escalier pour aller donc monter au bain douche. Hein, c'était oui, je vois tout à fait. Et ils avaient mis tout le long de l'escalier, enfin, des filles à moitié dénudées. Enfin, et donc on monte, on fait les premières marches, 3 marches. Faut redescendre, ça va pas, on claque. On redescend avec Simone Veil. Deuxième fois, on remonte. Non, ça va pas, la lumière, non, ça va pas. On recommence. Troisième fois. Et là, elle commence à bouillir. Elle fulminait intérieurement. Elle me dit, où m'avez-vous emmené? Dans un endroit je crois qu'elle a dit de prostitution. Oh là là. Et alors ensuite, l'interview, on lui pose une question. Et là, elle ne lâche plus le micro. C'était impossible de l'interrompre. Moi, elle ne me regardait plus. Non, c'est pas facile. C'était pas facile. C'est un bon souvenir. Oui, c'est un bon souvenir, mais ça n'empêche pas qu'elle a fait une grande qualité, cette grande femme que c'était, ce grand personnage, enfin ce destin qu'elle a eu, inouï, enfin la loi sur l'avortement et puis tout son passé. Heureusement qu'elle a été là pour défendre justement. En camp à Auschwitz. Tout à fait. Donc oui, non, paix à son âme, c'est vraiment voilà, mais bon.
je comprends. Hein. Elle se sentait pas dans le bon quartier. Non, dans la mise en scène, oui, peut-être que moi aussi, j'aurais réagi comme elle. Hein. Florence? Oh non, je pense pas. Aubin. J'aurais peut-être dit, écoutez, ça suffit. Ça aurait été peut-être chez Castel, peut-être, à la rigueur. Les interviews d'hommes politiques comme Hervé de Charette, François Léotard aussi. Les hommes de la mode, Karl Lagerfeld, différents personnages qui ont fait l'actualité au cours de ces interviews. Vous prenez le risque et vous aimez les brusquer. Pourquoi obtenir cette info? Vous avez de l'audace à ce moment-là. Vous avez votre identité, en fait, quand vous faites vos interviews. Ah oui, je les cuisinais. Hein. J'étais dans la position un peu Vous ne lâchez rien. D'un policier, d'un flic, d'un inspecteur. Là, j'étais un peu... Peut-être le côté ardissonien, ça. Oui, parce que c'est ce que Thierry Ardisson vous a transmis, ce côté humour à la fois. Le côté à la fois humour. Alors Cabu me disait toujours, Florence, ne perds pas ton humour. Il faut toujours que tu aies de l'humour dans tes questions. Et je me souviens, le dernier été, juste avant de mourir, avant d'être assassiné, je veux dire, en juillet, on a déjeuné tous les deux et c'est bizarre. En me quittant, il m'a dit surtout garde ton humour dans tes questions. C'est ce qui fait la différence avec les autres journalistes. Ça, c'était les. Qu'est-ce qui vous plaisait justement dans ce rapport de force à la fois? Non, mais les énerver, les faire craquer. Ah ouais. Ouais, non, mais c'était drôle, les mettre un peu en colère. Mais surtout aussi le souci de la vérité, c'est-à-dire, est-ce que quand vous avez fait telle déclaration, vous étiez vraiment dans le vrai, ou bien vous mentiez, monsieur le ministre? J'aime beaucoup. Alors Florence, vous êtes aussi une nouvelle génération d'intervieweurs, parce qu'en fait, après Anne Sinclair ou Christine O'Krent, pour vous, c'est des modèles? Anne Sinclair... Ouais. C'est une ancienne génération? Ouais, non, Anne Sinclair, oui, bien sûr, grande intervieweuse, pleine de charme. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que je jouais les Anne Sinclair? Non. Non, vous avez voulu J'étais vraiment... dans ma peau, moi. Non. Vous n'avez pas voulu faire non. Non. Je regardais pas suffisamment. Non. Parce que c'était quand même des dames. Oui, c'était des grandes intervieweuses. Tout à fait. Christine O'Krent, pour moi, était quand même plus une grande journaliste, reporter, etc. Dans sa façon d'interviewer, c'était quand même. Elle était froide, hein, quand même. Oui. Moi, peut-être j'étais plus dans les sourires d'Anne Sinclair ou peut-être dans les regards d'Anne Sinclair que Christine O'Krent. O'Krent était dans la froideur quand même. C'était tranchante, cassante. Je suis pas du tout. J'étais pas dans cette lignée, moi, du tout. Non. Quand vous avez regardé justement tous ces deux dames, parce qu'on les a tous connues, vous vous êtes pas mis dans la place. Vous vous êtes dit, je vais faire mon identité. Oui. Non. J'étais pas dans le. Je copiais pas. C'était pas votre truc. En septembre 2001, vous participez au lancement de la nouvelle chaîne Match TV. Vous avez animé l'émission Florence Belkacem Interview, produit par Serge Maotti. Quel souvenir avez-vous de ce Match TV? Oui, pardon. Moiti, grand producteur quand même. Ouais. Serge Maotti. Formidable, génial. C'était Florence Belkacem Interview, FBI. C'est trop bien. C'était une émission. C'était 2002, alors c'était la présidentielle de 2002. Ouais. Et en plus, moi, j'étais enceinte. J'ai eu ma fille à ce moment-là. Enfin, elle était dans mon ventre quand j'ai fait toutes les interviews. Et je me souviens qu'avec, oh là là, ça avait été une catastrophe avec Richard Boringer. Quand on lui a, mais quelle idée! Je ne sais même pas si c'est moi qui ai eu cette idée. On lui a offert un gâteau d'anniversaire. Enfin, il avait attendu déjà en loge pendant 1 heure et demie. Et des assistants lui avaient donné une bouteille de whisky ou de gin. Je crois qu'il a bu une bouteille entière. Et quand il est arrivé sur le plateau, il était complètement, moi je ne savais pas, il était complètement ivre. Et quand en plus on lui a apporté le gâteau d'anniversaire avec de la crème. Et moi j'étais enceinte à ce moment-là. J'étais enceinte de quelques mois, donc personne ne savait et tout, mais quand même. Il est entré dans une colère noire. J'ai cru qu'il allait me balancer le gâteau en pleine figure. Et en régie, on me disait, il aurait pu le faire. Florence, t'en fais pas, reste calme et tout. J'étais très calme et il a foutu le camp en me traitant de tous les noms et tout.
C'était quand même il aurait pu le faire parce qu'il était, il était inattendu. Il était très inattendu. Et on est resté fâchés pendant des années. Ah oui. Ensuite, il s'est réconcilié. Et oh là là, c'était un moment difficile. Hein. Oh, mon Dieu. Et après, de 2007 à 2008, vous êtes chroniqueuse dans On n'a pas tout dit avec Laurent Ruquier sur France 2. Aux côtés des membres de sa bande, il y a Pierre Bénichou, Christine Bravo, Mustapha, Jonathan Lambert. C'était une fenêtre ouverte à tous les sujets. Gérard Miller aussi. Oui, il y a Gérard Miller, oui, tout à fait. Il faisait des sourires aux filles des... Alex Good, Michael Gregorio aussi, Gérard Miller, Jonathan Lambert. Enfin, c'était une bonne époque, ça, justement. C'était une fenêtre ouverte à tout. Oui, c'était très, très sympa. Mais attention, hein, c'était tous des personnalités... pas facile. Ah non, du tout. Et avec Claude Sarraute aussi, Christine Bravo, Gérard Miller, Bénichou. C'était pas simple. C'était pas simple. Alors, on va revenir sur les interviews sans concession. Mais sympathique. Mais sympathique. Moi, je me suis amusée. Mais c'était pas... on était attendus au tournant, puis il y avait de la jalousie, un peu... Enfin, c'est pas simple du tout. C'était... il y avait de l'ego ? Ah oui, énorme. Énorme ? Énorme. Oui, c'était pas simple. Non, c'était pas simple du tout. Et alors après, chouette, hein. Et après, vous avez fait justement les entretiens sans concession ? Oui, après. Alors, avec Ségolène Royal aussi, François Hollande. Ouais. Alors ça, c'est des bons souvenirs aussi, parce que bon, on sait que François Hollande... Oui, c'est génial. Alors là, François Hollande, on connaît, il a beaucoup d'humour. Beaucoup. Parce que je l'ai aussi interviewé, et c'était un bonheur de l'interviewer aussi. Oui, c'était chouette. Oui, ça, c'était chouette. Hollande. Et en fait, le plus marquant de tous ces gens, en fait, qui peuvent être drôles, surprenants et aussi incongrus. Politique ou des personnalités Personnalités, vous avez Sœur Emmanuelle aussi. Ah oui, oui, juste avant qu'elle s'en aille. Oh, elle était géniale. Elle était géniale, Sœur Emmanuelle. Oh là là, quelle énergie. Elle tutoyait. Alors, ma petite, t'as pas d'enfant encore Ça ne serait tardé. J'ai dit si, mais j'ai un peu des difficultés. T'inquiète pas, ça va arriver. Et puis, si t'en as pas, tu seras pas malheureuse. T'adopteras. C'était ça, Sœur Emmanuelle. Non, mais moi, j'ai aimé beaucoup. J'ai aimé Philippe Noiret. J'ai aimé beaucoup Karl Lagerfeld. J'ai aimé Saint-Laurent, Pierre Berger aussi quand même, des interviews tellement toujours incisives. Bon, après je l'ai aussi réinterviewé à Radio Classique et je devais faire un grand entretien pour VSD d'Yves Saint-Laurent et je me souviens, Pierre Berger me disait « Florence, je vous accompagne dans le bureau de Monsieur Saint-Laurent. » Et il m'avait dit « Attendez, etc. » Il me fait asseoir sur une banquette et puis il va dans le bureau, il dit « Où est Monsieur Saint-Laurent ? Où est Monsieur Saint-Laurent ?» Alors il me dit « Attendez, on va le chercher, on va le trouver, Monsieur Saint-Laurent. » Et il cherche partout et tout. Et puis il revient avec un air gêné, il me dit « Il est parti. » Je dis, il est parti. Alors qu'on doit faire au moins 2 heures d'interview, que c'était un 4 pages dans VSD, il est parti. Il a pris la poudre d'escampette. Il est parti par l'escalier de service. Il était parti. Ça, j'ai tellement regretté. Oh là là, j'avais tellement travaillé pour l'interview. Alors, moi, j'ai travaillé pour lui en tant que mannequin et Pierre Berger, je l'avais interviewé à Marrakech, puisque en fait, il vivait là-bas. Donc, voilà. Il est parti encore quelque part. Je ne sais pas. Et c'était impressionnant. C'est marrant, c'est des choses qu'on a en commun en fait. Oui, pas au même lieu, mais voilà, c'était le même état d'esprit. Amélie Nothomb aussi, quand je l'ai interviewée la première fois. Incroyable. J'avais adoré. Une femme extraordinaire. Ah ouais, génial. Amélie Nothomb, voilà, ça c'est des souvenirs. C'est plus les souvenirs politiques. Teddy Riner aussi. Ah, Teddy. Ah oui, mais alors Teddy. Teddy, je l'ai interviewé pour Radio Classique. Oh là là. Quand il a été médaillé, il avait même pas 18 ans. Hein. Et on s'est revus après au Radio Classique. Il était tellement content. Il m'a dit « Oh, t'as pas changé !» et tout. Ah, c'était trop drôle. On s'était rencontrés à l'émission quand j'ai sorti mon livre vous pouvez répéter la question illustré par Cabu en 2008. Teddy était sur le plateau
Et j'étais à côté de lui, et qu'est-ce qu'on a ri, qu'est-ce qu'on s'est amusé. Et je sais pas quoi, il avait dit... Ruquier s'était fichu de nous parce qu'il disait « Ah, mais moi, dès que j'ai mon permis, je la raccompagne chez elle et tout. » Il a beaucoup d'humour et un grand... Et justement, quand vous avez publié en 2007... ces interviews aux éditions de l'Archipel, vous pouvez répéter la question, ces interviews qui ne sont pas près d'oublier, avec les caricatures de Cabu, malheureusement Cabu qui est parti dans l'attentat de Charlie Hebdo. Parmi ces interviews, on trouve aussi Serge Gainsbourg dans ce livre. Oui. Ce livre, je ne sais pas si on peut le retrouver encore, mais il est vraiment magnifique. Et il y avait cette interview, vous aviez 21 ans, rue de Verneuil, Serge Gainsbourg. Incroyable. Alors là, c'était pour un livre, c'était pour la planète des stars. Je leur ai dit que ça faisait Planète des singes. Et ils m'ont envoyé, parce que c'était Michel Chiffre, un ancien grand journaliste du Journal du Dimanche. Je pense qu'il a dirigé aussi le Journal du Dimanche, je ne sais plus. Et ils avaient fait des questionnaires. Donc, votre passe-temps favori, votre eau favorite et tout. Et je devais aller chez Serge Gainsbourg pour rue de Verneuil. Rue de Verneuil, pour le faire répondre aux questions. Et j'étais accompagnée du photographe. Et on est arrivé, on avait rendez-vous à 16h. Avec un grand fauteuil. Ouais, un grand fauteuil. Et je me souviens, Gainsbourg, déjà l'interview avait duré, pas l'interview, la séance de photo avait duré, de 16h, il est arrivé un peu en retard, 16h30 peut-être, 16h30 jusqu'à 21h30, ça avait duré. Et quand le photographe est parti à 22h, j'ai dit, je vais partir avec toi au photographe. Je lui dis, c'est trop tard pour l'interview, je vais pas rester là. Ah non, et il me dit, ah non, il était obligé de rester. Et là, je regarde Gainsbourg, je regarde la maison noire, toute sombre, avec le portrait de Brigitte Bardot, magnifique, une marguerite dans la bouche, magnifique, incroyable, en cuissarde et tout. Et je lui dis, mais t'es sûr que je peux pas revenir? Il me dit, non. Et là, je me suis retrouvée toute seule avec Gainsbourg. Mais Gainsbourg, étant quelqu'un quand même de très pudique, de très élégant, m'a dit, à nous deux, la petite. Et alors, je me souviens, il était assis face de moi. Il s'était mis sur sa banquette et moi, j'étais sur un fauteuil à pied d'aigle, etc. Et alors, j'ai sorti mon questionnaire, mon crayon à papier. Et là, on a commencé. Et il était au 3e degré. Et alors, c'était drôle, il me faisait beaucoup sourire. Et alors moi, j'avais une gomme, je crois. Alors je rayais, je gommais, je rayais. Et là, il m'a dit, tu vas être une grande journaliste, la petite. Parce que t'es pas comme tes, je crois, connards de collègues, ou je sais pas ce qu'il m'a dit. Toi au moins, t'as pas de magnéto. T'écris. Tu écris. Voilà. C'est important. Et Gainsbourg, ça a été... on a fini à 4h du matin. Parce qu'à minuit, il a dit, la petite, elle a faim. Et il m'a emmené chez Lip. On est allé chez Lip à 23h30. Après, il m'a dit, si tu veux, il m'a emmené au Ritz. Au Ritz, il a piqué un cendrier pour me l'offrir. Le barman me dit, Monsieur Gainsbourg, il a dit, chut, tais-toi, ta gueule. Il me l'a mis dans mon sac et tout. Après, il s'est mis au piano. Oui. Il a joué. Et il m'a dit, viens, je t'apprends. Et on s'est mis tous les deux, etc. Voilà. Après, il faisait froid. Alors, je me souviens d'être sortie du Ritz avec... Ça, c'était quand même un grand souvenir. C'est vrai, j'avais presque oublié. Il m'a mis sa veste de jean sur les épaules. C'était un grand moment, il était Serge. 4h du mat ou 3h30. J'ai l'impression qu'on l'entend beaucoup moins en radio, Serge Gainsbourg, ou est-ce que je me trompe? Ah, peut-être. Je sais pas. Et pourtant, c'était un grand chanteur, un grand parolier. On l'entend moins? Oui, on l'entend moins. Non? Je sais pas. Mais c'était un grand homme en tout cas. Ah bon, place aussi à la génération bien nouvelle. Sûr, aussi. On peut pas non plus à moins qu'on écoute ça sur Nostalgique. Dans le fauteuil, bien sûr. Et il y a une histoire aussi avec Jackie Sardou. Oh là là, c'est vieux ça. Ça, c'est vieux. Jackie Sardou, la mère à Michel Sardou. Pareil, c'était un grand moment aussi. Elle était très grossière, très vulgaire. Ah oui, ça c'est quand j'ai démarré avec Ardisson, là, sur France 2. Sur France 2, Tête de zèbre. Ouais.
Non, pas tête de zèbre. Non. Drôle de zèbre. Drôle de zèbre. Ah oui. Et moi, j'avais une petite séquence à moi. Et j'étais donc sur cette blanquette zébrée. J'étais en noir, j'étais hyper classique. Ardisson il aimait bien les filles quand même assez classiques. J'avais un nœud dans les cheveux. C'était l'époque. Et donc mes deux invités, c'était Jackie Sardou avec son petit chien, et puis un journaliste du Nouvel Obs qui disait il y en a marre de ces chiens qui pissent partout et qui font des crottes partout. Oh, et ça a été un déluge d'insultes de la part de la bouche de la mère de Jackie Sardou, la mère de Michel Sardou. Oh, elle lui a taillé un de ses costards, le type il a fini en slip quoi. Tellement elle l'a, tellement. Et moi j'étais là, je voyais passer les balles là, et moi j'avais les jambes croisées, moi j'essayais d'intervenir, mais c'était tellement drôle. C'était un sacré personnage, Jackie Sardou. Et puis quand elle avait quelque chose à dire, un vocabulaire fleuri. Hein. Ah oui, c'était un jardin de printemps, hein, voilà, vraiment superbe. Le 12 mars 2020, vous publiez un récit, Coccinelle, aux éditions Cherche Midi. L'écriture, c'est important pour vous? L'écriture, j'avais besoin de... Coccinelle, raconte la mort de maman et ça a été fait pendant le confinement. Il est sorti après. Il est sorti 3 jours avant le confinement. 3 jours avant le. Oui, et finalement, ça a très bien marché. Oui, c'est Coccinelle, c'est l'histoire de cette petite Coccinelle qui surgit sur la rambarde du banc. À l'église, dans le village natal de maman, en Lorraine. Il fait froid, il fait 5 degrés, il pleut. On lui fait quand même une belle cérémonie quand même. On lui fait un parterre de pétales de fleurs. Je me fais engueuler par le curé parce que je mets le Christ sur... Visiblement, je voulais déplacer sur le cercueil le Christ, j'ai dû le mettre sur les pieds. On me l'a repris des mains et on le met sur le... je sais pas où, sur le cœur ou sur la tête. Et c'est vrai que je me suis dit que si maman nous voyait, elle voyait ses enfants, ses petits-enfants faire, que ça devait lui faire plaisir. Mais à aucun moment, je me suis dit que les âmes disparues pouvaient envoyer des signes. Bien sûr. Enfin, on ne peut pas prouver que ce sont eux, mais parce que pour moi c'était complètement dingue, c'était dingo de penser que moi j'ai toujours eu peur de la mort, des fantômes, et toujours des fantômes et des morts. Donc et là au moment le plus douloureux, tout à coup ma fille qui était petite, c'est mon mari qui voit le curé était un peu pénible, un peu pas très sympa, et tout à coup mon mari fait signe, tapote sur la main de ma fille pour dire regarde sur la balustrade du banc, sur la rambarde du banc, il y avait un insecte. Et je tends ma main et voilà la coccinelle. Une coccinelle qui monte sur ma main. Je la passe à ma fille, je la passe à mes sœurs. Et la voilà qui revient toujours vers moi, si bien que le curé a tapé sur l'autel en disant et c'est par ici que ça se passe. Hein. Vous pouvez m'écouter, c'est ça. Et nous, pendant ça a duré quand même au moins 2 minutes. On était complètement transportés par la poésie de ce petit insecte qui tout à coup venait égayer cette cérémonie triste. C'est porteur d'âme, même les oiseaux, les pigeons. Oui, alors... Mais au départ, moi, j'étais quand même, journaliste cartésienne, rigoureuse. Je ne pouvais pas imaginer que quand peut-être certains êtres aimés, une fois dans un autre monde, pouvaient déléguer, envoyer des émissaires ailés, des papillons, des libellules, des coccinelles. J'ai vécu la même chose à l'enterrement de Hermine de Clermont-Tonnerre, que Florence vous avez connue aussi. Beaucoup. Et à l'enterrement, il y avait un pigeon qui s'est posé sur le cercueil. Et voilà. Et ce pigeon, et donc on a eu aussi le même truc où le curé dit s'il vous plaît, écoutez-moi, parce qu'en fait tout le monde était vraiment pris par ce pigeon qui s'est posé sur le cercueil d'Hermine de Clermont-Tonnerre. Voilà. Donc c'est pour ça, je comprends tout à fait cette petite coccinelle. Bah oui, je sais que Hermine vous tenait à cœur. Et comme disait Victor Hugo, la bête est au bon Dieu et la bêtise est à l'homme. Oui. Cette phrase vous accompagne, vous l'aviez écrite sur une chemise, paraît-il. Pas sur une chemise, au dos de la porte de ma chambre. Et ce sont les 2 derniers vers d'un poème que Victor Hugo a composé quand il avait 18 ans, une coccinelle.
Ça s'appelle Coccinelle, le poème. Et Tout d'ailleurs, à fait. je l'ai publié dans mon livre Coccinelle. Mais lui, il raconte, en fait, il voit une jolie jeune fille et il y a une coccinelle qui se pose sur son cou. Ça n'a rien à voir avec la mort, mais c'est pas grave. Mais quand il dit les bêtes sont au bon Dieu et la bêtise à l'homme, c'est admirable. C'est admirable. Et donc, je me dis que peut-être que c'était déjà écrit qu'un jour. Il n'y a pas de hasard? J'en sais rien, c'est bizarre quand même, je n'en revenais pas. Je suis tombée à la renverse, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Ces deux vers au dos de ma chambre. Alors, Florence. Au dos de la porte de la chambre. De la porte de la chambre. Florence, vous allez écouter ce petit message. J'ai quelqu'un qui m'a laissé une petite dédicace pour vous. Je vous laisse écouter cette petite surprise. Bonjour à tous, ici l'auteur Julien M. Alors je voulais dire que Florence, en plus d'être une cueilleuse de cygnes hors pair, est aussi une semeuse de joie, de bonne humeur et de sourire. Alors Florence, continue comme ça, ne change pas. Et à très très vite. Ciao. Merci beaucoup Julien M. Alors je voudrais te remercier Florence, parce que Julien M, que je connaissais ses livres, mais que je ne le connaissais pas de visu, et c'est au Salon du Livre que tu m'as présenté Julien M. Tu m'as dit, regarde, M et toi bonheur. Voilà. Oui, voilà. Et c'est une pépite. Hein. Et donc en fait, il a écrit Julien M. Le jeu du bonheur a commencé comme ça, édition Erol, magnifique livre aussi. Il écrit depuis des années aussi. C'est une belle rencontre. Oui, c'est quelqu'un de vraiment de très vivant, de spirituel. Il est un peu cash, il a une belle écriture, et son livre rencontre beaucoup de succès. Et merci beaucoup, Julien. De rien, il y en a d'autres qui arrivent. Suite au confinement, vous êtes mobilisés pour la réouverture des musées. Ça, pour moi, c'était important de vous poser cette question en écrivant à la tribune adressée au ministère de la Culture. Dans le journal Le Monde. Les premières signataires étaient Stéphane Bern, Carla Bruni, Luc Ferry, Jean-Charles de Castelbajac, Alexandre Jardin, Frédéric Loulon. C'était important pour vous cette culture? C'est l'idée de ma fille, de Carla qui avait 18 ans. Elle allait avoir ses 18 ans et elle comprenait pas pourquoi à un moment les galeries restaient ouvertes et les musées étaient fermés. Et elle a eu cette phrase incroyable en disant et pourtant dans un musée c'est pas comme dans une galerie, on boit pas, on touche pas, on fume pas, on observe. Et elle a dans un premier temps c'était il y a 2 ans et demi ou 3 ans. Elle a fait, comme elle est aujourd'hui en histoire de l'art, mais elle passait son bac à ce moment-là. Elle avait déjà des copains aux Beaux-Arts, etc. Et elle a dit, je vais faire une expo à ciel ouvert. Et incroyable, comme j'avais interviewé Monsieur Lebon, le directeur de Picasso, qui est ensuite devenu qui est président de Beaubourg aujourd'hui, Laurent Lebon, et il lui a permis d'accrocher les toiles de ces jeunes artistes sur les grilles du musée Picasso dans le Marais. Et Carla a fait une expo incroyable avec aussi des sculptures. C'était Kamel Menour, le grand galeriste, est venu. Il était accompagné d'ailleurs d'un de ses neveux qui avait vu la story de ma fille sur Insta. Et Kamel m'a dit, elle a vraiment un œil, ta fille. Et elle avait exposé à peu près 30 œuvres. C'était magnifique. Les gens sont venus. Les gens étaient masqués, mais sont venus. Quelqu'un est venu jouer de l'accordéon, etc. Et ensuite, elle a dit, mais pourquoi est-ce que maintenant on ne fait pas une pétition pour demander la réouverture des musées? Bien sûr. Et j'ai dit, ok. Et enfin, avec son père, surtout. Son père, Carla, moi, on a écrit le texte et ensuite évidemment j'ai ouvert mon carnet d'adresses et j'ai contacté Luc Ferry, Carla Bruni, Jean-Charles de Castelbajac, Stéphane Bern, et en disant mais que c'était à l'initiative de Carla, de ma fille quand même, oui. Voilà, et Carla a renouvelé ensuite l'expérience. Elle a fait 2 autres alors plus installées dans des pop-up. Et c'était magnifique. Et Jean-Marc Morandini m'avait reçu à l'émission sur CNews. Oui, à l'époque. Et j'ai pu, et formidable, il avait fait la boucle sur Carla.
Et c'était vraiment ma fille. Enfin, c'était En pas tout mon cas, idée. ça a été superbe justement de se mobiliser pour réouverture des musées. Ah oui, Parce que oui, oui. sinon, Ah bah on a incroyable. Hein, oui, oui. c'était un bon combat, mais Et Rosé, on avait fait après une lettre ouverte à Roselyne Bachelot, enfin signée aussi de Carla. Enfin oui, oui, on a fait. oui, Roselyne Bachelot qui était ouais, ministre de la Culture à et l'époque. tout. Tout Oui, à oui. fait, Oui, oui. exactement. Non, Elle a non. beaucoup aidé les artistes aussi. Oui, hein, oui, oui, oui. ça, Mais c'était magnifique. C'était oui. vraiment venant de ma fille, c'était incroyable. Alors, comme on dit souvent, c'est toujours un signe, puisque en avril, votre roman, c'est Libellules qui me font un signe, édition Robert Laffont. Si c'est Qui me font signe. qui font signe, pardon. Et si les êtres disparus n'abandonnaient pas leurs proches, vous racontez l'histoire de vos origines, l'histoire de vos parents des années 50 à 2010. C'est une façon de faire un deuil ou de ne pas oublier pour transmettre cette histoire. À 2019, hein, Oui, enfin même 2019. à 2020, oui. Oui, c'est les Libellules qui font signe. On est 4 narrateurs. Il y a moi, maman, papa, mon grand-père et mon grand-père. On est 4. Et chacun va raconter. Moi, je vais raconter ce que je vais percevoir, les signes qui vont m'être envoyés par finalement un peu les membres disparus de la famille Kabyle, les ancêtres. Papa va raconter, il prend la parole, il est tout petit quand il est déposé à la porte de l'orphelinat des Pères Blancs, et on va le suivre jusqu'à sa mort, jusqu'en 2019. Et mon grand-père, pareil, va parler. Maman, jeune Lorraine, qui va raconter comment elle tombe amoureuse de papa et qui lui dit, voilà, qu'il ne lui avoue pas qu'il est algérien. Et c'est un livre, oui, c'est vraiment... C'est un livre authentique. C'est un livre, oui, authentique, où je réunis ces 4 êtres, parce que je pense que mon grand-père est parti intranquille, est mort intranquille de ne pas avoir dit la vérité à son fils, à savoir que non, il n'avait pas abandonné sa femme en Kabylie, mais que sa femme était morte après la naissance de papa. Donc mon père a cru qu'il avait été abandonné par son père, en fait, puisqu'il croyait que cette tante qu'il avait élevée jusqu'à 7 ans, c'était sa mère. Donc papa, il pensait que sa mère était morte à 7 ans. Et donc toute sa vie, papa a pensé que son père avait abandonné la Kabylie, qu'il l'avait abandonné lui pour aller faire sa vie à Paris à l'âge de 26 ans. Et c'était pas ça du tout, en fait. En tout cas, ce livre, il est vraiment intense, il est magnifique, il est très bien écrit et on rentre tout de suite dans l'histoire. Et c'est pour ça que je disais, est-ce que c'est vraiment, c'est un deuil, enfin c'est vraiment tourner une page d'avoir transmis. En fait, dans ce livre, quand papa est en train de mourir, il convoque son père. Je le fais convoquer son père. Et il y a un dialogue qui s'ensuit et papa lui dit, pourquoi tu ne m'as jamais dit? Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? Et à la fin, la dernière question, son père lui demande pardon, et il lui dit, son père lui dit, est-ce que tu me pardonnes, mon fils? De toute façon, des fois, je laisse découvrir les lecteurs. Les lecteurs, il faut vraiment, voilà, tout à fait. Depuis le 10 mars 2025, vous êtes membre du jury de prix Françoise Sagan. Quel honneur! Oui, je suis très honorée. Oui, parce qu'on connaît Françoise Sagan pour Bonjour Tristesse, bien sûr, et puis bien d'autres. Elle était à la fois mélancolique, Françoise, timide, une femme réservée, une femme de la nuit surtout. Comment s'est passé vous l'avez rencontrée? Alors, je l'ai rencontrée, ah oui. En 96. 96, c'était, ouais. C'est ça. Alors, si je commençais pour... attendez, mais je l'ai même quand... oui, je sais plus. Je l'ai interviewée pour VSD et puis en radio. En radio. Et en radio. Et donc, elle vivait dans le 14e arrondissement, dans une petite maison. Et c'était inouï parce qu'elle était d'une timidité incroyable. Et puis, vous savez, quand elle parlait, parfois, comme ça... Je ne comprenais pas toujours. Non. C'est drôle le montage ensuite, parce que pour monter ensuite l'interview, oh là là, qu'est-ce que c'était. Mais elle était timide, élégante, intelligente, de l'humour. Elle vous regardait, elle avait beaucoup elle était très bienveillante. Elle regardait l'autre avec beaucoup de curiosité. Ah oui, et moi surtout, je suis une admiratrice de ses premiers romans.
de Bonjour Tristesse, Un certain sourire, Les merveilleux nuages, Le lit des fées, Le garde du cœur. Je vous recommande, mais lisez cette histoire dingue. Oui. Le garde du cœur, il faut le lire. C'était ce roman qu'elle publie, je crois, à l'âge de 27 ans, 10 ans après Bonjour Tristesse. J'aimais beaucoup parce que en très peu de mots, elle campe un décor, elle instaure un climat psychologique. C'est fluide. Alors ces fins sont toujours un peu bancales. Bon, c'est pas grave. On s'y attend pas. Ouais, oui, voilà. Les phrases, c'est un peu comme les livres d'Amélie Nothomb. Ces dernières phrases, les chutes, elles sont toujours bancales. Voilà. Mais on est tellement transporté tout de suite, en quelques lignes, dans une histoire. Et moi, j'aime bien parce qu'il y a toujours la mélancolie, c'est grinçant, c'est ironique. Je pense qu'elle parle quand même beaucoup d'elle. C'est un miroir, enfin, ça lui sert de miroir un peu parfois, les histoires qu'elle raconte. Et donc, je suis très honorée quand Denis Westhoff, son fils, m'a demandé d'être membre du jury. Mais bon, je pense qu'il change chaque année. Mais j'étais très heureuse. Et moi, au moins, j'ai lu quand même beaucoup de ses livres et c'était un personnage fantasque. C'est une belle reconnaissance. Vous savez, vous me demandiez tout à l'heure dans les personnages marquants, Régine Deforges. Aussi. Oh, Régine Deforges, je l'ai interviewée juste une fois. On était au Café de Flore, évidemment. Et deux fois, oui. Je l'ai adorée. Oh, c'était une femme intelligente, sensible. Elle aussi, très curieuse des autres et tout. Oh, j'ai adoré Régine Deforges. Voilà deux femmes qui m'ont marquée. Deux femmes qui m'ont marqué. Ouais, j'ai beaucoup aimé leur personnalité. Régine Deforges, oui, elle était très cultivée et très... Est-ce qu'elle vous a fait un signe? Maintenant, on va parler justement du dernier roman, Florence, Cueilleuse de signes. Peut-on échapper à son destin aux éditions Guy Trédaniel? En fait, c'est votre histoire, l'héroïne Pauline, c'est vous? Oui, à 80%. Est-ce que c'est la suite de Coccinelle? On est dans la même veine, on est dans la même trame. C'est pas une trilogie, attention. Là, le journal, c'est rédigé sous la forme d'un journal. Ça commence en janvier 2018 avec le souvenir de maman et ça se termine de façon un peu loufoque en janvier 2025. Et c'est vraiment un livre dans lequel c'est un livre qui oscille entre vraiment le réel, le surréel, mais à la fois il y a de l'émotion, il y a aussi, je pense, une certaine poésie. Et puis j'ai ajouté de l'humour. Alors là, j'ai pensé à toi, Cabu, qui m'entend. Oui, j'ai mis un peu d'humour, beaucoup plus que dans les précédents, mais j'ai mis un peu de l'humour quand il y a un moment une araignée scarabée qui surgit, parce que dans le livre, il y a un scarabée qui en fait, me raconte mes origines kabyles. Et j'ai eu des manifestations de scarabées dorés incroyables. Mais il parle, donc il y a une touche de fantastique en plus. Mais c'est vraiment... Ce que je raconte m'est arrivé. Il y a beaucoup de... Alors, c'est romancé. C'est romancé, mais il y a quand même il y a beaucoup de... Tout est fait avec humour, en fait. Ah oui, vous trouvez? Ah oui, moi voilà, Ah oui, je vois qu'il est... J'ai kiffé le livre et je kiffe énormément. Oui. Ce que j'aime aussi, c'est que vous citez des auteurs, de philosophes, vous nourrissez de poésie. Vous citez Victor Hugo, Colette et puis ses chats. Ah oui. Ça, j'aime beaucoup parce que, alors, vous parlez justement du chat. Vous avez 3 duchesses, Cléo et Mojo. Oui. Vous parlez d'eux, justement, 3 caractères différents, en fait, mais attachants. C'est excellent. Et vraiment, j'ai aimé et je pense que les lecteurs vont vraiment rentrer dans le sujet. Vous revoyez votre père en caressant leur chat. Alors, attention, Mojo, ce chat tigré, cette petite chatte, n'est pas papa. Je ne crois pas dans la réincarnation. Je ne dis pas que papa est métamorphosé en chat. Sauf que je retrouve des traits de caractère de papa chez Mojo. Il y a des coïncidences. Parce que Mojo, cette petite chatte, je croyais que c'était un petit garçon, un petit mâle. Vous voyez, comme j'humanise, je dis c'est un petit garçon, un petit mâle. Je pensais que c'était un petit mâle. Et quand il voulait tout le temps, tout petit, il avait 1 mois, il voulait tout le temps aller sous le lit de papa, dans la chambre, etc. et tout. Et quand papa s'est éteint, Mojo était là. Bon, elle avait 2 mois, cette petite chatte. Et quand je suis allée voir papa au funérarium et que je suis revenue dans la maison de papa, mais dévastée de chagrin parce que
En plus de ça, j'étais pas là quand il s'en est allé. Donc pour moi, j'étais inconsolable. Et ce petit chat est venu grimper. J'étais assise sur la banquette en train de pleurer. Et ce petit chat est venu tout à coup sauter sur mes genoux. C'est bien une des premières fois. Et j'ai mis mes mains comme ça contre ce petit corps. Et j'ai senti tout à coup des vibrations. Et il s'est mis à ronronner. Et en fait, je me disais que la vie continuait finalement dans ce petit chat. Papa était là, voilà, immobile. Et puis Mojo vivait. Mojo était, elle avait commencé une vie, l'avait déjà commencé. Et puis ce ronronnement qui était peut-être un réconfort de papa. Et ensuite, Mojo, quand elle après plusieurs mois, vers 5 mois, j'ai commencé à l'observer et je voyais qu'elle avait les mêmes attitudes de papa, c'est-à-dire partageuse, sociable, faisant un câlin à l'un, faisant un câlin à l'autre, vraiment dans l'égalité totale. Et puis un jour, je prenais mon petit-déj et je vois, parce qu'il y a la chartreuse, elle qui est un peu plus particulière, qui est plus l'âme de ma belle-mère. Quelquefois joyeuse, quelquefois lunatique, aimant les fourrures, glisser les pieds dans les pattes dans. Non, c'est Cléo. C'est Cléo. Dans les escarpins hauts à talons et tout. Et un jour, je vois la chartreuse vraiment en poste d'observation. Cléo est en train de se régaler de ses croquettes, son bol de croquettes. Et puis, elle voit que Cléo est là et elle laisse s'approcher Cléo. Et que fait Mojo? Elle prend avec sa patte des croquettes et elle laisse Cléo venir manger dans l'écuelle. Et papa, ça m'a rappelé que quand papa était bouliste, il aimait jouer aux boules et tout. J'avais 15 ans à l'époque, ou 14, et il m'emmenait, je tenais la caisse. Bref. Et je me souviens, on avait déjeuné et tout. Maman nous avait fait des corbeilles avec des sandwichs. Et papa avait vu un copain, il avait toujours plein de copains, et il avait dit aux copains de venir avec nous, mais sauf qu'on n'avait pas grand-chose pour déjeuner. Et il a coupé en 200 sandwichs et il a offert aux copains, en me disant, c'est ça le partage, on est heureux que si on partage. Et Mojo, elle partage. Cléo, elle partage pas vraiment. Voilà. Et alors, Cléo, c'est l'âme de ma belle-mère. Et Duchesse. Alors, Duchesse, c'est maman. Duchesse, c'est une chatte noire, c'est la première. Elle a une différence déjà de 6 ans avec Cléo. Là, elle a 13 ans. C'est une sportive. Elle grimpe sur les armoires. Elle est très, très musclée. Enfin, maman n'était pas sportive, mais elle est autoritaire. Elle n'aime pas tout le monde. Quand on a un tabouret haut à table, elle s'invite. Elle me pose sa patte fermement sur le bras, sur l'avant-bras. Quand je m'en vais, elle saute pareil sur comment on dit. Enfin, on a des amours, des sculptures sur la console de l'entrée. Comme si elle me disait, tu t'en vas encore? Je dis, Duchesse, arrête, je reviens. Puis le regard d'un chat, c'est impressionnant. L'air de dire, pourquoi tu me laisses, pourquoi tu t'en vas, toi, etc. Et quand je reviens, quand j'ai les clés dans la serrure, elle est déjà sur la console. Elle est déjà sur la console. Duchesse, elle me rassure. Duchesse, elle sent ma peine, mon chagrin. Elle vient, ou si je suis malade, ou... Mais les animaux le ressentent. Les animaux ressentent. Et vous l'expliquez très bien, justement, Florence, dans Cueilleuse de Cygnes. Vous promettez à votre cousin de retourner en Kabylie, la terre de vos ancêtres. C'est compliqué de retourner dans ce pays. Un cousin de papa. Un cousin de votre père. Le mari de Pauline prépare en cachette le voyage. Oui, le voyage. Il m'offre les billets. Voilà, 3 indices à découvrir. Oui. Moi, je pense qu'il faut laisser les lecteurs on va pas tout raconter. Découvrir le roman. On va pas raconter. Mais voilà, il faut trouver les 3 indices. Et le mari de Pauline prépare le voyage. C'est vraiment un roman vraiment magnifique. À la fois réel, irréel, et puis c'est des signes en fait. Oui, mais pour cueillir les signes, il faut les. Alors, moi, je dis une chose. D'abord, il ne faut pas les demander, les signes. Je n'ai jamais demandé les signes. Il faut aussi il faut aussi faire vivre intérieurement ce qu'on a perdu, parce que
je trouve que parfois, on pense trop souvent à ceux qui nous ont quittés, aux dates anniversaires, à la Toussaint. Enfin bon, ensuite en disant, bon, ils sont morts, la vie continue. Bah non. Non. Ceux qui nous ont donné la vie, il faut qu'ils continuent à vivre. Enfin, Bien il sûr. faut qu'on continue à penser à eux. Et pour cueillir des signes, Alors, bien sûr, la raison résonante, comme disait le philosophe Pascal, que j'évoque dans ce Tout livre, à fait. ne prouvera jamais que les signes sont envoyés par les êtres disparus. Lui, il avait fait le pari de Dieu. Il disait la raison résonante ne prouvera jamais que Dieu existe. D'accord ? Mais si, au final, il existe, c'est tant mieux. Vous n'aurez pas perdu de temps à faire des prières, etc. Mais s'il n'existe pas, Dieu, il vous aura apporté, il vous aura parfois réconforté, vous lui aurez demandé de l'aide, il vous aura apaisé. Les signes, c'est pareil. Si vous croyez, c'est la porte de l'espérance, j'ouvre la porte de l'espérance. Si vous croyez que c'est votre grand-père qui a envoyé l'oiseau qui vient toquer à la fenêtre, si ça vous donne de la joie, mais tant mieux. Si ça vous apaise, ça vous réconforte. Et si c'est pas lui, tant pis. Mais sur le moment, si vous vous dites, tiens, mon grand-père, il aimait bien les oiseaux quand même. Il y a peut-être un lien. Il y a toujours un lien quand même. Il y a toujours. On vous envoie pas une grenouille quand même, sauf si le grand-père aimait les grenouilles. Il peut y avoir une grenouille tout à coup qui vient croasser. Non, mais c'est vrai. Mais alors tout ça, ça demande aussi. D'abord, ça permet de retisser le lien avec les disparus, parce que moi, je considère que l'humanisme, c'est aussi. J'ai écrit un article, un texte pour un livre sur le nouvel humanisme. C'est finalement se tourner vers ceux qui nous ont précédés, qui nous ont aimés. C'est peut-être ça qui fait qu'on devient plus humain. Savoir toujours regarder aimer, les faire vivre, ceux qui nous ont précédés, aimer, c'est de l'humanité, c'est faire preuve d'humanité. Et quand on a ce regard-là, on accueille aussi avec humanité l'autre. Tout à fait. C'est le regard qu'on porte sur l'autre. C'est très important. Moi, je déplore aussi une chose, je trouve qu'on n'est plus tellement attentif. Aujourd'hui, on est tous, moi la première, on a les yeux rivés sur le portable, sur les écrans, on scrolle, on voit défiler des milliers d'images. Combien préfèrent presque voir un papillon ou un oiseau sur son écran de portable plutôt que de lever les yeux vers la branche d'un arbre et voir un oiseau ou alors une fleur éclore sous vos yeux voilà. Donc il faut aussi cette connexion à la nature. Il faut être aussi dans la contemplation. La nature, voir un papillon soudainement qui dessine une jolie ombre sur un mur, c'est un moment de joie, c'est un moment tout à coup de bonheur. Vous dites, ah tiens, cet instant est poétique. Il y a un autre aussi, par contre, le domino est un rôle important, que vous avez reçu un domino par votre voisin. C'est pareil, c'est un signe. Oui, là c'est un signe du destin. On me remet un domino, le voisin le trouve dans la rue, en sortant d'un théâtre. Il vient me voir et il me dit, ce domino, c'était une pièce des années 60, magnifique. Et les 3 points d'ailleurs, j'ai compris, après 3 points d'un côté et 1 point de l'autre. Il me dit, écoutez, je ne sais pas pourquoi, j'ignore la raison, mais il faut que je vous remette ce domino. Peut-être qu'un jour vous comprendrez. Je vais en Kabylie en avril 2024. Et à Tizi Ouzou, à la capitale de la Grande Kabylie, au pied de la montagne Djordjoura, je vois, c'est la période du Ramadan, et dans les rues, la nuit, le soir, il y a des tablés de joueurs de domino. Et je dis à mon mari, mais de domino ? Et on parle avec des gens et un Kabyle qui nous dit, ah oui, oh là là, le domino, c'est sacré dans la vie d'un Kabyle, c'est le passe-temps favori d'un Kabyle. Nous, on joue depuis la période coloniale, depuis l'occupation française, jusqu'à l'Algérie indépendante, on a toujours joué au domino. Et tout à coup, je dis à mon mari, mais dis donc, mais papa, il m'a initié au jeu de domino, petite. Il initiait la famille de Lorraine au domino. Il y a toujours eu des dominos à la maison. Et finalement, je me suis dit, et j'ai compris en fait. Il n'y a pas de... Est-ce qu'il était écrit que ce domino me ramenait en Kabylie ? Je devais retourner en Kabylie pour mon père et mon grand-père qui n'ont jamais fait ce retour. Alors, en tout cas, plusieurs signes au cours de votre vie, il faut remarquer et essayer de les comprendre. C'est le plus important. Oui. Je pense que c'est un message qu'on peut dire à tous les auditeurs. Rien n'est au hasard. Y a-t-il un lien entre les êtres aimés, disparus, et les vivants que nous sommes ? Toujours
ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit cultiver tout le temps? Ah, moi je pense qu'il faut, faut le cultiver. Attention, il ne faut pas non plus vivre dans l'ombre des morts. Et le passé. Et dans le passé, C'est ça. absolument pas. Ce que moi je dis, c'est il y a une phrase, il y a un prêtre qui s'appelle, que j'ai découvert, Maurice Zindel, un prêtre qui était complètement anticonformiste, qui est mort dans les années 70, qui était suisse, qui était qualifié par le pape Paul VI de génie mystique. Et il dit dans une prière, l'au-delà est au-dedans. Quand j'ai entendu ça, je n'ai pas compris. L'au-delà est au-dedans. C'est compliqué, hein. Et en fait, ce qu'il a voulu dire, c'est qu'à partir du moment où on fait vivre ce qu'on a aimé, ils sont toujours en vous. Ils sont toujours là. Ils sont toujours dans votre cœur. Ils vous accompagnent. Et parfois, ils nous accompagnent bien, ou parfois, ils nous mettent peut-être, nous empêchent. Vous savez, quand on dit « Oh là là, t'as eu de la chance !» Quelle chance! T'as eu de la chance, si t'es pas arrivé ça. Oh, est-ce que c'est pas ceux qui nous ont aimés qui parfois nous remettent sur le droit chemin, qui parfois nous font prendre le bon chemin? Justement, est-ce que l'âme survit? Selon Hugo, Victor, les morts sont invisibles mais pas absents. Oui, les morts sont des invisibles mais pas des absents. Alors, il l'a piqué à Saint-Augustin. Voilà, je l'avais marqué en même temps. 5e siècle après Jésus-Christ, il l'a piqué à Saint-Augustin. Il en a fait sienne de cette phrase. Oui, bien sûr, les morts sont des absents, sont des invisibles mais pas des absents. Pour dire que, oui, pour moi, ils sont toujours là. Et finalement, ils nous le rendent bien, parce que je trouve que parfois, ils nous aident bien. Alors, il y a un autre signe que je vais vous dire, Florence, c'est que je suis parti bien avant qu'on ait l'interview. Voilà ce qu'on m'a offert sans que je le sache. Et une petite coccinelle. Une petite coccinelle. Ah. Et c'était avant que je vous invite à l'émission. C'est vrai? Voilà. Et ce week-end, dans mes campagnes, d'un seul coup, je vois une coccinelle se poser juste devant moi. Et j'ai dit, Florence, c'est vraiment un signe. Ah bah ça, c'est maman qui vous remercie. Voilà. Qui vous remercie de m'inviter. Donc la troisième coccinelle, c'est vous, Florence. Alors, votre actualité, Florence Belkacem, cueilleuse de signes chez Guitry et Daniel. Surtout, c'est une pépite. Et il y a quelqu'un d'autre qui vous a écouté ce message. Deuxième petite surprise, hein, c'est quelqu'un qui vous apprécie énormément aussi. Écoutons ce témoignage. Bonsoir Frédéric et bonsoir à tous tes auditeurs et tes auditrices. Et puis un coucou spécial à Florence Belkacem que tu reçois, je crois, dans ton émission. C'est une personne que j'aime beaucoup, que je rencontre de temps en temps dans des salons du livre. D'ailleurs, tout dernièrement au salon de Cosne-sur-Loire où nous avons dîné ou déjeuné ensemble. Et c'est une personne que j'aime beaucoup parce que d'abord elle a la classe. ça c'est difficile à construire, et elle l'a naturellement, et j'aime beaucoup ça. Et puis elle a quelque chose de très important pour moi, c'est la gentillesse. On pourrait croire que la gentillesse c'est de la faiblesse, pas du tout, c'est une force considérable. La gentillesse et la bienveillance. C'est un combat dans un monde difficile, un monde plein d'obstacles, de rester ouvert aux autres, bienveillant, gentil, les écouter, et ça, elle sait très bien le faire. En tant que journaliste et intervieweuse, c'est une qualité essentielle. Voilà, et puis j'aime beaucoup son écriture, son dernier livre est formidable, hein, cueilleuse de signes, voilà, c'est ça, oui. Donc, bonne émission à tous les deux. Bonne soirée et puis à très bientôt. Ciao. Merci beaucoup Thierry de Carbonnière qui a aussi écrit sa 3e saison Brève de métro, édition Rive-Neuve Archimbault, et a aussi coécrit Un triomphe, un film avec Cadmerade. Alors Florence, Thierry, oui, c'est un garçon adorable. Oui, c'est un garçon talentueux, oui, adorable, lui aussi. Toujours souriant, accueillant. Oui, c'est des êtres qui sont assez rares, hein, aujourd'hui aussi. Oui.
Non, c'est vrai. C'est rare. Ben oui, oui. Non, mais on a tout de suite sympathisé et il y a quelque chose de très doux, de très fluide chez lui. Oui. Oui. Bah, merci Thierry. Mais de rien, il te remercie. Je sais qu'il nous suit, il nous écoute, il nous entend. On va continuer avec un autre signe. Parce que je sais que vous appréciez le questionnaire de Proust. Oh là là. Allez, questionnaire de Proust. Le principal trait de votre caractère. Volontaire. La qualité que vous préférez chez un homme ou chez une femme. L'intelligence. Ce que vous appréciez chez vos amis. L'humour. La légèreté. La légèreté. Votre principal défaut. Être un peu parfois naïve. Bon. Ouais, ça peut m'arriver. Oui, parfois. Naïveté, une certaine naïveté, oui. Votre occupation préférée. Mon occupation préférée. Regardez le ciel. La nature. Ciel bleu. Comme dans mes livres. Alors, votre couleur préférée. Le bleu. Le bleu. Votre chanson préférée. Ma chanson préférée, j'aimais bien la chanson de Michel Legrand, comme une pierre qui, je sais plus, qui tombe dans l'eau. Enfin, oui. Magnifique chanson. Oui. Comme une pierre. Oui. Très connue. Là, j'ai un trou de mémoire moi aussi. Votre livre préféré. Le mien. Non, pas du tout. Moi, ce serait plutôt Stéphane Zweig. Moi, je suis très... alors, André Gide, Les nourritures terrestres. Voilà. Votre auteur ou poète préféré? Parce que je sais que vous aimez la poésie. Oui, alors Rimbaud. Alors, je vais dire Rimbaud. J'aime beaucoup aussi Paul Éluard. C'est difficile de... Oui. Rimbaud, le génie. C'est le génie. Ouais. Votre film préféré? Mon film préféré, Autant n'emporte le vent. Ouais, c'était un très très bon film. Si vous étiez une actrice, ça serait laquelle? Une actrice française, américaine, une actrice. Ah, j'aurais bien aimé. Je me serais bien vue dans Bardot. Ouais, Bardot. Bardot. Le mot que vous détestez? Le mot que je déteste, autrice. Je déteste ce mot. Ah oui. Ah, je trouve ça très laid. Vous êtes auteur, mais pas autrice. Non. Autrice. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est laid. C'est laid. Alors, c'est laid. Votre mot préféré? Mon mot préféré... Attendez, si j'ai une expression... Bon, on va dire joie. La joie. Le pays ou la région que vous aimez? Alors, j'aime la France. J'aime France. les régions françaises, oui. Alors, la France, et puis j'aime beaucoup l'Italie aussi. Et puis j'adore la Kabylie. Parce que j'ai quand même découvert cette terre qui est absolument magnifique. Accueillante. Accueillante. Et puis mon père, je comprends pourquoi il a tant aimé les Vosges. Parce que la grande Kabylie, ça devait inconsciemment lui rappeler les Vosges. La montagne, ouais. Les rivières. Ça ressemble à une petite Suisse, la grande Kabylie. C'est très beau. Et Béjaïa, la petite Kabylie, c'est la mer au bord des montagnes. Et puis il y a des singes. La nature est très présente. Vous avez toutes sortes de chênes. Il y a une diversité. Des singes, des macaques de Berbérie avec des yeux bleus. Exactement. Encore. Le don de la nature que vous auriez aimé avoir? Ah, peut-être musicienne. J'aurais bien aimé savoir chanter, jouer de la musique. Si vous étiez un animal, ça serait lequel? Parce que vous en avez interviewé, mais... Une lionne. Une lionne? Bah oui. Allez, un hommage à Bernard Pivot, le métier que vous n'auriez pas aimé faire. Le métier que j'aurais pas aimé être... croque-mort. Oui, il faut avoir le cœur solide. Oui. Hein. Votre juron favori ou gros mot? Alors c'est le jury. Alors ce que m'avait appris Serge Gainsbourg, quand je devais l'appeler au téléphone pour lui signifier que c'était moi, il fallait dire merde, con, chier,
pas moyen, ferré, cheval. C'est n'importe quoi. Merde, cocher, pas moyen, ferré, cheval. C'est énorme. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire? Oh, viens, tu vas retrouver tout le monde, ça va être la fête. Quel signe, j'adore. Votre devise, Florence? Croire, espérer, ne jamais désespérer. Il y a toujours de la lumière, même quand on est dans un tunnel. Positiver. Toujours. C'est important. Mais oui. Ouais. Il y a toujours un moment de lumière. Il y a toujours la lumière. Le soleil se lève toujours. Oui. Et on a tous le droit au bonheur. Mais oui. Alors justement, pour vous, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est savoir se contenter de petites choses. De manger, de manger un bon, je sais pas, un bon petit fromage avec des bonnes tranches de je sais pas, de chorizo, assis par terre sur un banc un peu chaud, devant des arbres, devant des fleurs. C'est ça pour moi le bonheur. C'est savoir, c'est de prendre du plaisir dans un très beau rayon de soleil, un rayon de soleil qui va tout à coup donner une certaine lumière à une fleur, faire une ombre. Voilà, vous avez quand le soleil parfois se pose sur les objets, sur les bustes, et tout à coup l'image est projetée sur le mur. C'est ça le bonheur. Vous aimez la nature, vous aimez la gastronomie, vous êtes une vivante, vous êtes une battante, et ça se voit du matin au soir. Ça doit être impressionnant. Vous êtes au top. Merci beaucoup Florence Belkacem. Mais oui, non, mais c'est pas. Oui, mais moi, quand j'invite quelqu'un, en plus, quand j'aime les gens, c'est comme ça. Merci pour ce moment de bonheur que nous avons partagé. Je redis justement l'actualité. Florence Belkacem, cueilleuse de cygnes, un roman magnifique. Peut-on échapper à son destin, avec les éditeurs Guy Trédaniel. Alors, pour continuer, il y a une chose, c'est que je vais vous laisser le mot de la fin. Comme je dis, il n'y a jamais de fin, c'est toujours un commencement. Toujours un commencement ? Ouais. Faut que je continue la phrase ? Ouais. Ou dire le mot de la fin. Soyez vivant. Ouais. Voilà, soyez vivant. Être soi-même. Être soi-même, soyez vivant, vivez. Ouais. Et même si on est touché par le plus grand des malheurs, essayez toujours il y aura toujours des petits moments furtifs comme ça qui vont égayer qui vont vous éclairer ou vous égayer vos moments. Ne désespérez pas, voilà. Ne jamais désespérer, voilà, c'est le mot de la fin. Ne jamais désespérer. Alors moi j'ai un signe, c'est le livre de Florence Belkacem, cueilleuse de cygnes chez Guy Trédaniel. Et on se retrouve aussi à la fin du mois, le 29 juin, le Salon du Livre à Notre-Dame-de-Lille en Normandie, où Florence, vous serez présente aussi avec Thierry de Carbonnière, Annie Dupéret. Enfin, il y a un sacré casting et je suis très content de vous recevoir à Notre-Dame-de-Lille. Alors Notre-Dame-de-Lille se trouve tout simplement à 4 km même pas de Giverny. Donc si vous partez un petit week-end, venez nous rejoindre à Notre-Dame-de-Lille ce dimanche 29 juin 2025. Merci beaucoup Florence, c'était un bonheur d'être avec vous aujourd'hui dans cette émission. Je vous dis à très très bientôt. Merci à Vianney à la réalisation, merci à Rabat au directeur de la radio Armada, merci chers auditeurs. On se retrouve le 24 juin pour le Journal du Bonheur avec un invité exceptionnel aussi qu'on retrouvera avec Brice Toussaint de la matinale de TF1. Retrouvez toute l'actualité sur la chaîne YouTube Frédéric Julien Bonheur. Plein de bonheur, prenez soin de vous et ciao ciao ciao.